Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 35 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Je dis ça à chaque fois, évidemment, puisqu'on se retrouve toutes les semaines. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Vous le savez maintenant, tous les mercredis à 17h hors GMT. Et Google a bien fait les choses, les copains. Google, ils vous ont permis de recevoir une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. C'est hyper facile, c'est hyper ergonomie et hyper fonctionnel. Et comme on parle de design, on doit reconnaître que sur ce plan-là, Google a bien fait le travail. Mais pour ça, il faut s'abonner et cliquer sur la petite cloche. Donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez informé directement des publications, que vous n'avez même pas besoin de regarder votre montre. Puis en plus, en même temps, c'est totalement gratuit. Et puis ça permet de soutenir un peu cette idée de mes bricolos, ces épisodes de mes bricolos, où justement on prend le temps, c'est petit, on passe 20 minutes ensemble chaque semaine pour prendre le temps de discuter, de commenter, de regarder ce qui se passe dans le monde de la création, de l'innovation, du design. Alors on parle du produit fini, on essaie de le comprendre, de l'analyser, d'avoir un regard un peu, un avis en tout cas, sur ces objets, sur ces produits, sur ces nouvelles innovations. Mais on se pose aussi beaucoup la question des processus de fabrication, des outils utilisés, des technologies utilisées. On a fait plein d'épisodes sur l'intelligence artificielle. C'est forcément, puis c'est quelque chose d'hyper disruptif. Ça nous permet de complètement réimaginer notre processus créatif. Je l'ai testé, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Si vous voulez aller voir ces épisodes, n'hésitez pas. Il y a tout l'historique des épisodes de mes bricolos, surtout ces derniers mois. Il n'y a pas un mois où j'ai pas parlé de l'intelligence artificielle. Mais avant, on parlait beaucoup de l'impression 3D. Et notamment, j'avais fait un épisode sur l'impression 3D dans l'architecture pour la fabrication de bâtiments, qui a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de vues sur cet épisode où justement j'ai expliqué à quel point l'impression 3D dans l'architecture n'était pas du tout au point et que c'était plutôt une stratégie de com et de marketing plutôt qu'une méthode de fabrication pour les bâtiments qui était adaptée. C'est pas forcément adapté justement. Mais allez voir cet épisode aussi, c'est plutôt pas mal. Mais dernièrement, et là c'était pour la saison 3, mais ayant acheté la Adidas 4D, que je porte régulièrement, et d'ailleurs je pourrais quasiment faire une mise à jour sur cet épisode parce qu'elle est très bien, elle fonctionne très bien, puis la semelle est très solide, je dois forcer de constater que le produit lui-même fonctionne très bien. Et justement, on parlait de l'Ultra 4D avec la Forward qui venait de sortir au moment de cet épisode, parce que justement la semelle est totalement imprimée en 3D, ce qui est très intéressant. C'était la première chaussure qui proposait une semelle pour un objet de grande consommation en impression 3D. Et quand je fais cette distinction, c'est parce que l'impression 3D, on appelle ça du prototypage rapide, c'est-à-dire on s'en sert encore principalement pour des prototypes ou de la maquette, mais pas pour un produit fini commercialement, qu'on vend commercialement, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qui a l'objectif d'être commercialisé, voilà, pour être plus clair. Parce que c'est une technologie qui prend un peu de temps. Il y a encore des petits problèmes au niveau des différentes strates, parce qu'il y a plein de différentes technologies qui existent, mais ça a tendance à s'abîmer un peu vite, ça a tendance à... Il n'y a pas une durabilité dans l'objet imprimé en 3D qui est suffisante pour pouvoir le commercialiser de façon efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Et rentable, surtout rentable, pour les marques. Mais Adidas avait parfaitement réussi à faire ce step justement vers la production mécanisée, donc standard, industrialisée, qui est normalement, parce qu'on sait que les semelles sont généralement fabriquées en moule, et en utilisant cette technologie d'impression 3D. Et ils ont très bien réussi. Alors, encore une fois, c'est pas aussi confortable qu'une Ultra Boost, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment pas aussi confortable qu'une semelle traditionnelle dans laquelle on a un vrai matériau adapté pour ça. C'est pas encore du niveau. Mais par contre, c'est très stylé, c'est très intéressant. Et puis, ça permet d'avoir une chaussure qui est quand même assez atypique. Mais si vous regardez la photo, on remarque qu'il n'y a que la semelle qui est imprimée en 3D, mais pas toute la chaussure. Et là, dernièrement, je suis tombé, j'avais mis, alors je vous l'accorde, c'est pas nouveau, ce projet. Je l'avais mis un peu de côté en me disant le jour où j'aurai regroupé suffisamment d'infos sur l'impression 3D et l'évolution de l'impression 3D, j'en parlerai. Et j'étais tombé sur cette chaussure Dior qui, pour le coup, m'intéressait parce que il n'était pas question uniquement de la semelle. D'ailleurs, on retrouve un petit peu l'esthétique qu'on a sur la 4D,
Petit clin d'œil, Dior, vous auriez pu faire peut-être un peu plus original, mais on retrouve un petit peu la forme et la géométrie qu'on retrouve chez Adidas. Mais par contre, c'est la chaussure entière qui est imprimée en 3D. Et c'est Dior quand même, parce qu'il y a eu déjà des exercices de chaussures imprimées en 3D à 100%, mais c'était plutôt des expérimentations et pas vraiment un produit fonctionnel. Là, c'est du full imprimé en 3D. Et franchement, c'est quand même une belle perf. D'accord ? Bon, après, je vous laisse regarder ça 2 secondes. Donnez-moi votre avis. Ouais, ben, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pas foufou, quoi. C'est-à-dire, quand tu regardes la chaussure, on est sur un soulier quasiment traditionnel. Avec, d'ailleurs, la languette est restée en cuir. Ils ont dû se galérer et pas pouvoir l'intégrer dans l'impression de la chaussure, mais je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sur un design extraordinaire. On revient dans le gimmick basique et évident de l'objet imprimé en 3D dans lequel on va travailler sur une géométrie complexe, génératif, algorithmique, parce que ça fait partie du langage formel de l'impression 3D. Et ce qui fait la différence entre un objet imprimé en 3D et un objet moulé, injecté, qu'on retrouve traditionnellement, c'est que l'impression 3D, vu que c'est du dépôt de matière ou ça dépend des technologies qu'on utilise, mais en tout cas c'est fait par couche, on peut faire des objets d'une très grande complexité qui ne peuvent pas être fabriqués avec un moule traditionnel. Donc pour justifier ou en tout cas pour communiquer sur l'objet imprimé en 3D, on a tendance à faire des objets très compliqués, j'allais dire, enfin très compliqués formellement, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça donne cette impression d'objet un peu organique, avec beaucoup d'éléments visuels. Et en fait, on fait ça uniquement parce que c'est le meilleur moyen d'expliquer qu'on a fait un objet imprimé en 3D. Mais en dehors de ça, le design de la chaussure, enfin l'esthétique, je devrais dire le style, parce que si on parle de design, on parle aussi d'ergonomie, de fonctionnalité, de plein de choses. Et c'est un objet de design, hein, c'est pas le problème. Mais je veux dire, sur le plan du style, c'est pas hyper, c'est pas foufou. Hein, tu vois, je suis pas là en train de te dire, ah, regarde gars, ça me fait, c'est extraordinaire, ça me fait complètement, c'est à tomber par terre, ça me fait kiffer, tu vois. Non, c'est pas le cas, tu vois. Et je trouve ça dommage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une chaussure full impression 3D, en tout cas à 95% si on enlève la languette, les lacets et l'espèce de petit talon à l'arrière. Et encore, ça se trouve, celui-là est imprimé en 3D. Mais je veux dire, bon, voilà. Mais bon, sympa. Tu vois ça, tu te dis évolution par rapport à l'Adidas 4D. Et après, dernièrement, ça a fait beaucoup parler. Et là, on arrive quand même, là, les 2 prochains projets, vraiment, les premiers, là, c'était une évolution pour faire une introduction. Mais les 2 prochains projets, ça vaut leur pesant de pois chiches pour un bon couscous du vendredi. Ben, Wilson fait un ballon de basket en impression 3D. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos dessus parce qu'apparemment Wilson deviendrait, c'est plus Spalding qui est la marque officielle pour la NBA, de la fédération de basket aux États-Unis. Ça a toujours été historiquement Spalding. Apparemment, je ne suis pas un spécialiste pour les basketteurs qui regardent cet épisode, mais à culpa, désolé les copains, j'ai bien aimé à un moment donné. Je continue à regarder un petit peu les playoffs, mais c'est pas un truc. Mais apparemment, c'est Wilson. Et Wilson est arrivé à la NBA avec un ballon de basket, full imprimé en 3D, où ils expliquent ils nous ont fait une vidéo que je vous conseille d'aller voir. Alors on est toujours, tu regardes une vidéo d'Adidas qui te fait la 4D, tu regardes une vidéo de Wilson qui te fait le ballon de basket, tu regardes toujours, dès qu'on est sur l'objet imprimé en 3D, c'est toujours le même délire, c'est toujours la même façon de communiquer, c'est une personne, ingénieur souvent, on a des effets numériques, des fichiers qu'on ne comprend pas, on complexifie énormément, mais parce que ça permet de justifier le fait que l'objet soit complexe. On te montre des choses qui n'ont rien à voir et qui sont un petit peu... d'ailleurs, quand on connaît un petit peu l'impression 3D, on sait très bien que ça ne se passe pas vraiment comme ça et que ça a été scénarisé. Mais bon, pourquoi pas, on va pas non plus commencer à jouer les fines bouches. Au moins pour le grand public, les mecs se disent objet de communication, c'était le principe de Wilson, c'était d'arriver en disant on arrive à la NBA, mais en plus de ça,
ils font toujours les ballons traditionnels, hein, vous inquiétez pas, parce que c'est pas encore un ballon imprimé en 3D qui est un ballon officiel, mais ils s'en sont servis, je crois que c'était pendant une dunk session, voilà, NBA Slam Dunk Contest, et je connais pas, hein, mais Kenyon Martin, excusez-moi encore les passionnés de basketball, est arrivé et a planté un dunk avec le ballon imprimé en 3D. Alors, ce qui est très intéressant au-delà de l'objet de communication, c'est que dans les vidéos, dans les explications, ils sont très sûrs d'eux, et ils t'expliquent que ce ballon imprimé en 3D a exactement les mêmes sensations qu'un ballon de basket traditionnel. C'est-à-dire que le rebond est exactement le même, la sensation dans la main est exactement la même, que y a une homogénéité de la matière qui est parfaite, ce qui est plutôt complexe, parce que quand on sait que c'est par strates et par couches que ces objets sont imprimés, l'homogénéité moléculaire du plastique, ou en tout cas du matériau qui est imprimé en 3D, n'est pas cohérent. Il n'y a pas une cohérence par rapport à une injection, par exemple. Il n'y a pas une cohérence moléculaire comme tu pourrais l'avoir dans un objet injecté, si vous arrivez à me suivre. Ce qui fait que ça crée des zones qui peuvent être plus élastiques que d'autres. Tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire que comme on n'a pas une homogénéité moléculaire, on n'a pas une homogénéité dans le rendu de la matière, que ce soit sur le plan de la couleur, que ce soit sur le plan de l'élasticité, en tout cas des caractéristiques techniques du matériau que tu imprimes en 3D. Et là, ils expliquent qu'ils ont parfaitement réussi à maîtriser la technologie pour faire quelque chose d'absolument épatant, qui permet de garder toutes les caractéristiques du ballon de basket traditionnel. J'avais vu une vidéo où ils expliquaient d'ailleurs très bien, je vais le mettre en lien dans la description, où ils expliquaient l'évolution des ballons de basket, et on se rend compte que ça a évolué au cours des années, et que le ballon de basket a évolué, donc pourquoi pas une évolution avec ces nouvelles technologies d'impression 3D. La couleur n'est pas faite dans la masse, hein, c'est après qu'elle est teintée, d'ailleurs c'est ici que d'ailleurs on voit Dimension, qui est l'outil qui permet de teinter et donner cette couleur noire au ballon de basket. Alors pourquoi noir alors que traditionnellement il est orange, mais pourquoi pas en même temps? C'était peut-être les mecs de la com qui ont dit il faut que ce soit complètement différent, on va aller sur un ballon de basket noir, ça va donner beaucoup plus de... J'en sais rien. Star Wars, tu vois ce que je veux dire? On est en mai, donc pourquoi pas May the Force be with you. Oh, je fais des petits clins d'œil, je fais des petits messages, t'as vu un peu le délire? Bon, bref, c'est marrant. Et je me fais marrer moi-même. Bon, pour ceux qui auront compris le petit clin d'œil, hein, casse dédié, les gars, c'est le moment de vous abonner. Si vous avez compris le clin d'œil, vous êtes obligés de vous abonner. Bon, cela dit, quand j'ai regardé la vidéo, il y a un mec qui est joueur de basket et qui expliquait que même si le ballon paraissait et avoir un rebond identique, la même flexion, la même appréhension, ce qui est très important pour un joueur de haut niveau. T'imagines, tu lui files un nouveau ballon de basket, il va avoir les mêmes sensations. Quand il fait ses 3 points, tu le donnes à Stéphane Curie, je sais pas comment il s'appelle. Je vais me faire plomber dans les commentaires. Mais tu lui donnes le ballon, le mec c'est un taré, hein. Il te fout des 3 points du fond du court du terrain de basket. Donc t'imagines qu'il a besoin d'avoir la même sensation. Mais en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que de par le fait que le ballon soit perforé, la prise au vent était totalement différente. C'est-à-dire autant sur une petite distance, c'est-à-dire que tu ne me vois pas, mais sur un rebond classique, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu dois faire un shoot à 3 points, dans une salle fermée, je pense qu'il n'y a pas trop de problème, mais quand tu joues en plein air, ça n'a pas du tout la même sensation. Parce que le ballon, vu qu'il n'a pas du tout la même prise au vent, parce qu'il a le même poids, encore une fois, je précise, c'est la même sensation du ballon de basket. Mais la prise au vent est différente. Le ballon est perforé. Donc, t'imagines bien que sa réaction à son environnement n'est pas du tout la même. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Donc là, on se retrouve devant une situation où certes, on peut applaudir l'innovation technologique, mais à quel moment et à quel point il sera adopté de façon systématique dans les matchs de basket ou chez le consommateur moyen, parce que
voilà, il préférera acheter ce ballon qu'un ballon traditionnel pour jouer au basket avec ses potes. Je suis pas sûr, sachant en plus que je crois que le prix est assez élevé et plus cher qu'un ballon. Je crois pas qu'il soit encore sorti commercialisé, mais il va l'être. Mais j'avais entendu quelques rumeurs où il serait un peu plus cher qu'un ballon traditionnel de basket. Donc à voir. Mais en gros, voilà, quand on arrive de la 4D, qu'on passe par la Dior, et là on est sur un ballon de basket où on a vraiment besoin d'avoir des caractéristiques techniques, d'ergonomie, de fonctionnalité, enfin je veux dire, liées purement à une activité sportive, on n'est pas dans la 4D, si tu vois ce que je veux dire. Là on est vraiment, il faut avoir la même sensation qu'un ballon de basket traditionnel. Et encore une fois, il n'y a pas de l'air comprimé dedans, hein. Tu vois le délire. Donc pour avoir le rebond, ce n'est basé que sur le matériau et sur rien d'autre. Tu vois. Donc là, bon, évolution technologique, on se pose des questions, mais là, pour le coup, tu atteins une nouvelle étape. Et on arrive sur la Reebok Botter qui présente une chaussure imprimée en 3D lors de la Fashion Week de Paris. C'était il y a un petit moment aussi, je suis désolé les copains, j'en ai pas parlé parce qu'encore une fois, j'attendais d'avoir plus d'informations sur cette chaussure et d'avoir aussi plus d'éléments qui me permettaient de compiler un épisode sur l'impression 3D et l'évolution de l'impression 3D. C'est la Fashion Week, on est sur une chaussure imprimée en 3D, on a vu la Dior qui est full imprimée en 3D, mais quand on regarde cette chaussure, on se dit mais attends, elle serait pas complètement imprimée en 3D la chaussure elle aussi? Tu as l'impression que la partie souple supérieure est elle aussi imprimée en 3D. Parce que quand tu regardes ici, tu te dis, mais attends, tu as l'impression que la partie avant n'a pas été... Parce que tu vois que ça passe par-dessus la pointe de la chaussure. Et quand tu regardes, tu te dis, mais attends, ça n'a pas été collé après par la suite. T'as vraiment, soit ça a été surimprimé en 3D, c'est-à-dire tu as ta partie souple, le mec l'a foutu dans le bac d'impression 3D et imprimé par-dessus, ce qui est impossible avec la technologie d'impression par SLS ou SLA, par fusion. Thermique ou laser, etc. C'est pas possible de faire ça parce que tu vas pas mettre ton bac avec un objet à l'intérieur de ton bac où tu as ta poudre ou ta résine. Tu vois, ça peut pas le faire. Et ta polymérisation, elle se fait pas de façon... Enfin, suivez-moi, vous allez comprendre parce qu'on va regarder une vidéo, mais c'est pas évident. Autant sur du dépôt de matière, tu peux jouer un peu là-dessus, à faire de l'inclusion, mais c'est pas forcément... ou de la surimpression 3D, mais c'est pas forcément très évident. Mais là, quand on regarde ça, on se dit, mais attends, à part les lacets, tu as l'impression que la chaussure est imprimée full en 3D. Donc je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé, il y a Dizing qui en a parlé, encore, ça remonte à un petit moment, c'était en février, mais on a plus d'images, donc la chaussure est atypique, et on regarde, et on remarque autre chose, c'est qu'on remarque que les couleurs, il y a une espèce de variation de couleurs, de dégradé, qui ne peut pas être fait dans un objet monobloc, monomatériau. Le seul moyen de le faire, c'est de le faire Tu as compris le délire, avec une projection, une bombe ou un pistolet de peinture. Tiens, tu as vu à droite, on parle du ballon de basket. Tu vois, c'est lié. Et là, on regarde cette image et on se dit, mais attends, elle est full imprimée en 3D, même la partie supérieure. Oh là, ça intrigue ma curiosité. Parce que si tu regardes la Dior, on est sur le même matériau. Donc, c'est-à-dire que la souplesse de la partie supérieure sera identique à la souplesse de la partie inférieure. Autant te dire que ça ne va pas être hyper souple au-dessus. Hein. Parce que tu as le même matériau qui est imprimé en 3D. Donc, tu joues sur l'épaisseur, tu joues sur la finesse pour donner un peu plus de souplesse, mais c'est tout. Sinon, en lui-même... on est sur exactement le même truc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc tu te retrouves avec une problématique, c'est que l'objet risque d'être un peu compliqué à porter, pas forcément confortable. Mais là, quand on regarde notamment cette photo et d'autres, on se rend compte que tu as l'impression que la partie supérieure est plus souple que la partie inférieure. Comment tu peux faire un truc comme ça? Tu vois, regarde. C'est quand même fou. Alors là, clairement, ça trahit un peu le fait que c'est peint par projection. Mais en tout cas, ça ne trahit pas le fait que c'est imprimé en monobloc. Tu vois? Donc on se dit, ah tiens, mais bon, voyez, on regarde un petit peu plus en détail, mais il est intéressant de s'arrêter sur cette technologie en disant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Et autant le site de 3D Native ne permettait pas d'avoir plus d'éléments techniques, mais là, il nous donne Multijet Fusion 3D Printer chez HP, de la marque HP. Je suis allé voir.
Bon, ben les gars, c'est assez foufou leur histoire. C'est-à-dire qu'entre la Dior qui est pas foufou et HP qui a développé cette technologie, c'est assez foufou. Alors, il te parle de voxel. Alors, qu'est-ce que c'est que le voxel? Alors, en dehors du fait, alors, on va faire juste une petite introduction. Cette image est très bien faite. Elle permet de comprendre qu'on est sur du SLS. D'accord? C'est-à-dire sur une technologie d'impression 3D dans lequel tu as un bac de poudre et tu as deux passages. Alors on ne comprend pas pourquoi tu as deux passages, parce que tu as un passage évidemment qui vient appliquer de la matière, c'est-à-dire qui vient la rendre homogène, et tu as le passage par-dessus qui vient polymériser, durcir, enfin ça dépend de la technologie, mais en tout cas durcir la matière. On a l'impression que c'est plus un durcissement qui se fait par UV que par... ou peut-être thermique, mais on a de la lumière qui sort, donc ça peut être soit thermique, soit UV, ou soit les deux. Mais en gros, on a un durcissement de la matière qui est fait comme ça. Et on se rend compte que le module qui vient recouvrir, il a deux phases. Il a une phase qui vient rendre la matière un peu grise, et une deuxième phase rendre la matière un peu noire. On dit, ah tiens, c'est intéressant, il y a peut-être deux phases de polymérisation, deux phases de solidification. Tu vois où je veux en venir ? Bon, et après, il te parle du voxel, il te parle de la technologie, etc. Alors, je vous ai sélectionné la petite vidéo, le petit passage de la vidéo qui explique le voxel. J'ai coupé le son parce que le mec, il te le fait version « alors, c'est super » avec une voix sensuelle. Alors, le voxel, il l'imagine comme un pixel, c'est-à-dire, il te dit, dans l'image, tu as le pixel, dans l'impression 3D, on va parler de voxel, c'est-à-dire, c'est un module qui n'est pas juste en 2D, mais qui est en 3D. Et il dit, comme on est HP, nous, déjà, ce qu'on peut garantir, c'est la couleur, c'est la chromie. Donc en fait, on peut faire des objets imprimés en 3D dans lesquels chaque voxel, c'est-à-dire chaque petit bloc, est imprimé avec une teinte, et on peut aller dans des dégradés de teinte de psychopathe, c'est-à-dire c'est complètement psyché, je peux te faire des dégradés de ce que tu veux. Ce qui permet de justifier, même si l'image a un peu trahi la photo, là où on voyait le mur de peinture derrière, de projection de peinture. Donc tu te retrouves, je mets une pause parce que là c'est allé assez vite, mais tu te retrouves avec la possibilité de quand même, d'une certaine façon, pouvoir arriver à travailler des teintes et des dégradés. Mais il te dit, attends, c'est pas fini mon lapin, je continue. On peut changer les propriétés de la surface. C'est-à-dire, chaque élément, tu peux avoir une surface lisse ou rugueuse avec plus ou moins de texture. On peut avoir de plus ou moins de transparence. Alors attends, petite pause les gars, parce que là, il faut s'arrêter 2 secondes. C'est-à-dire, tu me dis, tu imprimes en 3D, et dans la même impression en 3D, je peux changer la couleur. Jusque-là, rien d'impressionnant, je connais l'histoire. Je peux changer la texture, c'est-à-dire avoir une évolution dans l'impression 3D, entre le début de mon impression 3D qui est parfaitement lisse, et puis après aller vers de plus en plus de textures en production, pas en post-production. Tu vois, c'est bien, je ne vais pas prendre mon objet puis commencer à le sabler d'un côté pour essayer d'avoir plus de matière que de l'autre, ou essayer de le vernir, de le polir. Non, non. Dans la même impression 3D, je peux changer la couleur de chaque voxel, donc de chaque petit élément, mais je peux aussi changer la matière, et je peux changer la transparence. T'imagines la transparence? Parce qu'en fait, ils expliquent que quand tu voyais les deux passages, tu avais un premier traitement de surface qui était chimique, et après, tu avais la solidité, c'est-à-dire la solidification de la matière. Il explique aussi dans cette vidéo qui est une espèce de fusion. Donc ça te permet de donner en plus des objets qui sont structurellement très solides. Mais tu as vu la dernière explication? Attends, je vais la remettre. Comment je peux te la remettre là, vite fait? C'est-à-dire que non seulement on a vu matière, d'accord, on a vu que tu peux changer la couleur, tu peux changer la texture, tu peux changer la transparence, mais tu peux changer l'élasticité de la matière. C'est-à-dire que là, on comprend la chaussure. C'est-à-dire tu peux avoir une matière avec différents types d'élasticité. Tu peux avoir une matière qui peut commencer, donc qui peut être dure sur le début de l'impression et terminer avec de la souplesse, avec beaucoup plus de souplesse, mais pas forcément dans l'axe des aides, c'est-à-dire en hauteur, puisqu'il peut adapter sa projection de cette espèce d'élément chimique qui va changer les caractéristiques de la matière de façon spécifique. Donc tu peux avoir par exemple l'avant plus souple que l'arrière au fur et à mesure de l'impression 3D. D'accord ? C'est pas uniquement sur un seul axe, c'est sur les 3 axes.
X, Y, Z. D'où l'idée du voxel, qui est le petit élément. Donc, comme ils ont une précision dans la façon dont la matière va être traitée chimiquement, je te change la couleur, je te change la transparence, je te change l'élasticité, je te change la texture, et je peux même faire des objets qui ont une conductivité électrique avec un différent niveau de conductivité électrique. Donc en gros, là le mec il te dit, bon écoute, on a pété le game, et on peut faire un petit peu ce qu'on veut, avec différents types de réactions, même de solidité, d'oxydation, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, et le mec il te montre la machine et il t'explique comment ça marche, pour te dire que là, HP arrive et il pète le game. Alors, là, ça change tout, les gars, parce que là, on est sur un objet d'impression 3D qui vient tout régler. C'est-à-dire que là, tu as juste à préparer ton fichier et tu l'envoies dans cette machine et tu fais ce que tu veux. Tu en fais une chaussure, une paire de lunettes. Tu te fais une paire de lunettes. Tu as une partie de transparence. Alors après, à une certaine mesure, je suis sûr que tu pourras travailler l'optique, mais je veux dire, tu peux la faire en full impression 3D, ta paire de lunettes. Tu peux faire ce que tu veux avec ce truc-là. Donc, quand on regarde la Reebok, c'est pas une book, c'est une Reebok, on comprend parfaitement l'intelligence de l'objet. Alors on voit, je te dis, là, cette image trahit le fait, parce que là, tu es sur un mur de projection de peinture, et quand tu câbles comme ça, c'est pour pouvoir bien peindre sans laisser de traces où tu as posé l'objet pour pouvoir peindre, donc pour pouvoir peindre dans toutes les facettes de l'objet. Donc ça trahit que ça n'a pas été... J'aurais pas mis cette image, parce que si tu essayes de vendre la technologie, tu vas pas mettre cette image, gars, parce que ça veut dire que leur principe de voxel coloré, là, c'est pas le cas. Mais par contre, la matière avec la partie basse, enfin une partie rigide et une partie souple, là, pour le coup, ça fonctionne. Voilà. Donc, sacrée technologie, bah tiens, il te donne même l'exemple d'une paire de lunettes. Sacrée technologie, et vraiment, bravo les gars, parce que là, je trouve que cette nouvelle était passée assez inaperçue, alors que sur le plan purement technologique, c'est une révolution qui va encore prendre un peu de temps pour intégrer vraiment l'objet de grande consommation et le produit qu'on pourra acheter commercialement. Je ne pense pas que cette Reebok soit disponible. Hein. Peut-être erreur de ma part, vous me le dites dans les commentaires. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive vraiment vers quelque chose qui est assez révolutionnaire dans la technique de fabrication. Et on s'avance de plus en plus vers des machines d'impression 3D qui vont permettre de pouvoir faire des objets monoblocs, monomatériaux, mais avec différents types de rendus. Texture, transparence, conductivité, souplesse, élasticité, enfin, différentes caractéristiques. Bon, là, tu arrives sur une capacité infinie de réalisation. Voilà. Alors, je terminerai là-dessus pour un petit bémol sur cette technologie là du voxel. C'est que ça, c'est une petite sucrète que je vous donne, mais sur le plan purement technique, faire un traitement chimique n'a pas une très grande durabilité et n'est pas forcément très écologique. Chaque fois que vous faites un traitement chimique sur un matériau de base, c'est qu'en fait, vous essayez de rajouter une caractéristique à ce matériau. Donc, par exemple, quand tu mets du vernis sur du bois, c'est pour essayer de le protéger de l'humidité extérieure et des agressions thermiques. Donc, cette action, si tu veux, de traitement de surface n'est jamais très, très bon. Tu vois ? Donc, et ça ne dure pas dans le temps. Il faut le refaire parce qu'au bout d'un moment, elle disparaît, elle s'abîme et il faut le refaire en fait. Tu ne peux pas ne pas le refaire. Donc voilà, ça a été mon petit épisode de mes bricolos. De toute façon, les gars, je vous laisse avec des épisodes complémentaires et un peu sur le même thème et sujet qui vont s'ouvrir à droite et à gauche avec ma petite ganache. C'est le moment de vous abonner, les gars. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Hein. Donc abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. J'espère que ça vous a plu. Pslama à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.